Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. Au menu de ce journal, coup de tonnerre dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Le tribunal militaire de Yaoundé aurait levé la détention provisoire de deux figures centrales de ce dossier en justice. Léopold Maxime Ekoeko et Jean-Pierre Amougou Belinga devraient recouvrer la liberté à tout moment. C'est le sens d'une décision publiée en début de cette soirée par le juge d'instruction chargé du dossier qui a fuité sur les réseaux sociaux. On fait le point dans ce 20h. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. La décision à l'effet d'un coup de tonnerre, le tribunal militaire de Yaoundé vient de décider de la lever en détention provisoire qui pèse sur deux principales figures de l'affaire Martinez Zogo. Il s'agit de Maxime Ekoeko et Jean-Pierre Amougou Belinga. Le patron de la direction générale de la recherche extérieure et le président directeur général du groupe L'Anecdote devraient retrouver la liberté. C'est en tout cas l'essentiel d'une ordonnance rendue ce vendredi et consultable dans l'espace public depuis le début de la soirée. Le magistrat Florent Aimé Sikati, juge d'instruction en charge de cette affaire, estime que la détention des deux inculpés n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. D'après la décision signée ce jour, le chef des opérations de la DGRE, Justin Danoué, auteur d'une série d'accusations, notamment contre Jean-Pierre Amougou Belinga, de qui il avait reconnu avoir reçu de l'argent pour torturer Martinez Zogo, serait finalement détenu. Le juge d'instruction indique également que les audios et les vidéos mettant en cause Maxime Ekoeko sont non fondés. Maxime Ekoeko et Jean-Pierre Amougou Belinga devraient en principe recouvrer la liberté. D'après nos informations, la décision aurait été notifiée aux parties concernées cet après-midi. Dans la suite du 20h, le point depuis le tribunal militaire de Yaoundé où nous attendent Guy Zogo et Joël Essingé. Députés de toujours recevoir en retard les projets de la loi des finances, les députés de l'opposition ont organisé un blocus pour empêcher la prise de parole du Premier ministre, compte rendu de Joël Essingé et Guy Zogo. Quand le Premier ministre parle, donc on voit. Grosse colère des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, là des retards du gouvernement dans le dépôt du projet de loi des finances. Cette année, à 8 jours de la fin de la session, ils ont donc opté pour le blocus de la séance plénière consacrée au discours de présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement par le Premier ministre. Non, la démocratie c'est la loi. Les députés ne se sont donc pas privés de dénoncer l'attitude du gouvernement. Comment voulez-vous que nous laissions notre Premier ministre, chef du gouvernement, venir donner un discours sur le cadrage macroéconomique du pays alors que nous, à qui il va s'adresser, n'avons pas à notre disposition tous les tests qui nous permettent de mesurer l'importance de ce qu'il va nous dire. À un moment donné, on doit se reporter. Nous sommes minoritaires ici, mais nous pensons que nous sommes du bon côté, du côté de la loi, du respect de la loi. Sauf si vous voulez nous obliger à des attitudes extrêmes, y compris à venir nous immoler ici par le feu. Pour eux, dans la logique, le projet de loi des finances 2024 aurait dû faire l'objet d'un rejet. Nous attendions à ce que la conférence des présidents joue son rôle pour juger irrecevable ce projet de texte pour deux raisons. La première raison, c'est la conclusion par rapport à l'article 57 de la loi de 2018. La deuxième raison, c'est que le projet de texte que nous avons reçu est incomplet. Où sont les annexes? Il n'y en a pas. Finalement, le discours du Premier ministre a été déroulé alors que les députés de l'opposition avaient sollicité une pause pour discuter avec leurs homologues du parti au pouvoir. Il faudra donc juste une semaine aux députés pour examiner et adopter le projet de loi des finances 2024 du Cameroun. On vote les lois, on marche sur. Document de cadrage macroéconomique, la loi des finances donne le montant global des recettes et des dépenses pour l'année 2024.
Les grandes orientations des politiques publiques sont également annoncées ainsi que les ressources financières y afférentes. Des manquements dans son élaboration peuvent conduire à des conséquences irréversibles pour la conduite des projets de développement de l'année prochaine. Explication avec François Dikoumé, Dona Briskamga. Elle suit le circuit classique des textes à l'Assemblée nationale. Conférence des présidents, plénière de dépôt, examen en commission, puis plénière de discussion générale et adoption. Mais ses particularités font d'elle une loi pas comme les autres. Déjà son volume, plus de 10 000 pages en général à lire, à comprendre et à analyser par les députés. Car soumise à leur attention, la loi de finances peut faire l'objet de propositions d'amendement conformément à l'article 61 du règlement intérieur de la Chambre basse. Au regard de son volume et de son importance, les députés doivent la recevoir au plus tard, 15 jours avant le début de la session. C'est exigé à l'article 57 de la loi de juillet 2018 portant régime financier de l'État. La loi de finances fixe les grandes orientations en matière de recettes et de dépenses pour l'année suivante. C'est elle qui donne par exemple les impôts et taxes nouveaux à payer. Exemple, nous pouvons décider là aujourd'hui que tout le monde paiera une taxe même sur les vêtements. Et si les députés ne combattent pas cela, vous seriez obligés pour séjourner au Cameroun payer une taxe sur les vêtements. Document de prévision, le projet de budget est une boussole pour les pouvoirs publics. Ces chapitres mettent en évidence les actions prioritaires et leurs conditions d'exercice, et ce dans divers secteurs de la vie nationale. Éducation, infrastructure, santé entre autres. Une loi de finances mal élaborée ou non examinée minutieusement par les élus et leur mission de contrôle de l'exécutif sont anéantis. On donne des documents à des parlementaires et on les demande de l'exécuter à l'immédiat. C'est le fait que vous allez avoir des chantiers inachevés, vous auriez des chantiers que personne ne doit voir clair à l'intérieur parce que le député ne maîtrise pas exactement la ligne budgétaire. Pour ce qui est de la loi de finances 2024, elle aurait dû être déposée à l'Assemblée nationale le 25 octobre 2023 au plus tard pour être en conformité avec les prescriptions légales en la matière. Des dispositions généralement foulées au pied par l'exécutif à chaque session parlementaire consacrée à l'examen du budget de l'État. Vous vous souvenez certainement de cette femme qui aurait perdu la vie à Bafoussam après une chute dans un puits alors qu'elle séchait le linge. Il paraît que cette hypothèse soit fausse. D'après les premiers résultats de l'autopsie, la jeune femme âgée de 22 ans et ménagère dans un domicile privé aurait été tuée et son corps dissimulé dans un puits. Mais le mystère plane toujours sur l'identité de l'auteur de ce crime. Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Rebondissement dans l'affaire Yolande Chumchoua. Elle voulait sécher les habits. Bon, compte tenu des planches qui étaient déjà en état de délabrement, on entraînait sa chute vers la fosse. Cette version jusque-là soutenue, après la découverte du corps inerte de cette jeune femme de 22 ans dans le puits de ce domicile, au quartier Bamendi, dans l'arrondissement de Bafoussam, premier le 14 novembre dernier, vient d'être battue en brèche. L'autopsie de la dépouille a conduit à de troublantes révélations. Nos sources renseignent en effet qu'aucune trace d'eau n'a été trouvée dans les poumons de la victime qui a pourtant séjourné plusieurs heures dans l'eau. L'autopsie a également clairement établi qu'elle a été étranglée avant d'être jetée dans le puits. Mais qui aurait commis ce crime crapuleux et pour quelle raison? La brigade de recherche 1 de Bafoussam en charge de l'enquête s'active à mettre la main sur d'autres suspects. Pour l'heure, le propriétaire du domicile, son épouse et une autre femme sont en garde à vue. Absent au moment où le forfait a été commis, le couple chez qui Yolande travaille comme ménagère clame son innocence. Affaire à suivre. Et dans ce journal, nous revenons avec l'affaire du riz Butter Brand. Cette cargaison de plusieurs milliers de sacs de riz débarqués au port autonome de Kribi et dont une correspondance du préfet de l'Océan a émis des réserves sur la qualité. Les derniers recoupements permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une bataille entre les administrations en charge du contrôle des produits alimentaires arrivés au Cameroun. Le ministère de la Santé publique et celui de l'Agriculture se font en effet concurrence sur la délivrance des actes officiels au sujet de la qualité des denrées alimentaires importées au Cameroun. Théophile Tchouke de la Briskamga. Il y a au départ de la controverse cette correspondance du préfet de l'Océan. Noubelo y relève la sortie jugée précipitée
de 2000 tonnes de riz de marque Butterbrand du port autonome de Kribi, car les certificats phytosanitaires, écrivait l'autorité administrative, ont été délivrés 3 jours avant l'arrivée du navire. Voilà qui jetait du discrédit sur la cargaison. De sources bien informées, la délivrance du certificat phytosanitaire se fait bien avant l'arrivée du navire. Plus tard, une inspection est opérée après l'arrivée de la marchandise importée. Une fois au port d'arrivée, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural inspecte les denrées. Des cargaisons qui, au départ du pays de provenance, obtiennent le certificat de conformité à travers le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement, le PKE, mis en place par le gouvernement camerounais. Jusqu'à ce jour, Avanti Cameroun n'a pas été notifié de quoi que ce soit concernant ce riz. D'où à peu près notre incompréhension de la situation véritablement. De part et d'autre, on a les services du port, la gendarmerie du port, tout le monde nous a contactés pour fournir les documents certifiés, pour fournir les documents phytosanitaires délivrés par la police phytosanitaire du port. Les résultats d'analyse sont disponibles. On les a envoyés à toutes les autorités compétentes. Pour être mis sur le marché, les produits alimentaires passent par le poste phytosanitaire du Minader, situé dans les ports. Un service qui délivre les certificats y afférents. Dans le cas du riz Butterbrand, le certificat a été obtenu et pour ce qui est du ministère de la Santé publique, le laboratoire d'analyse Scientilabo confirme la qualité de la denrée. Pour le cas de la République démocratique du Congo, il s'est agi d'une cargaison autre que celle arrivée au Cameroun, cargaison ayant été refoulée dans ce pays. On a eu le ministère de la Santé qui est venu au magasin avec la gendarmerie et la police pour procéder au prélèvement. Nous avons dit d'accord, on a ouvert les portes du magasin et on leur a laissé faire leur travail. Mais malheureusement, malgré notre insistance au niveau des autorités compétentes, c'est-à-dire le PAK et la capitainerie du port, on ne nous a donné aucune explication. Mais en définitive, l'affaire Butterbrand, du nom de ce riz consommé au Cameroun depuis 2016, illustre un conflit de compétences historiques entre le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Agriculture. Le cadre réglementaire confus en matière de contrôle sanitaire des aliments à l'importation en rajoute aux rivalités quotidiennes entre ces deux services de l'État. Des élèves sensibilisés sur les dangers des réseaux sociaux et des risques encourus en cas de violation de la loi sur la cybercriminalité. C'est à la faveur de la semaine sur la cybersécurité, une initiative de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication qui vise à prémunir cette couche sociale des pièges évitables du numérique. Emmanuel Job, Marcel Ngansop. Ils ont déjà pour la plupart navigué dans les eaux plus ou moins troubles des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À l'ère des réseaux sociaux, ces jeunes ne sont pas à l'abri des tentations et menaces de toutes sortes. Inviter des personnes inconnues sur Facebook, je pense à changer ça aujourd'hui. Et de sensibiliser aussi les gens qui donnent des fausses informations sans connaître les conséquences qui peuvent être l'emprisonnement et beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas fait une publication en désordre et je ne dois pas publier mes coordonnées en désordre car je peux être suivi à des propres arnaqueurs qui utilisent aussi ces réseaux. La cybercriminalité, c'est le fait de vendre des informations malveillantes sur Internet. Tel que je peux avoir une information qui n'est pas bonne pour vous et je fais ce commerce-là sur Internet. C'est ça la cybercriminalité. Internet est pourtant un puissant outil de travail. En s'y adonnant avec prudence, vigilance et lucidité, les jeunes et particulièrement les élèves ont tout à gagner. Comment se prémunir lorsque navigue sur les réseaux sociaux? Quels sont les risques encourus? Mais aussi aider les enfants à comprendre l'importance de l'outil Internet. Comment ça peut les aider dans le cadre de leur éducation, dans le cadre de l'apprentissage et tout. Cette campagne d'éducation et de sensibilisation vise donc à promouvoir les bonnes pratiques et à éloigner les élèves des pièges de la cybercriminalité. Au moment où malheureusement, la violence digitale prend de plus en plus des proportions inquiétantes. Comme c'est la journée nationale de la cybersécurité, nous avons accentué la sensibilisation sur comment mieux se prémunir, comment éviter le cyberchantage, de l'arnaque de toutes sortes. Beaucoup nous ont fait comprendre qu'ils ont des comptes sur les réseaux sociaux. Nous avons attiré leur attention, par exemple en ce qui concerne Facebook, que pour avoir un compte sur cette plateforme, il faut avoir au moins 13 ans.
À travers cette campagne qui a sillonné plusieurs établissements scolaires de la capitale, l'Antique prône l'utilisation responsable des NTIC et notamment des réseaux sociaux. Prudence recommandée chez les usagers de la route pour éviter la saignée en ce mois de décembre. À Douala, les responsables des compagnies de transport s'organisent pour une fin d'année sans drame, mais déplorent l'état piteux de certains axes interurbains, très souvent à l'origine des accidents. Le reportage est signé Cédric Chouna, François Dikoumé et Kevin Thiogo. Décembre est réputé pour être l'un des mois les plus meurtriers sur le réseau routier national. Le trafic est dense, l'ambiance rime avec les festivités de fin d'année. Il y en a qui ne choisissent que décembre pour aller passer les fêtes en famille et tout. Œuvrer à limiter les hécatombes sur les routes est le défi qui s'impose au secteur réel en charge des transports. Un accent particulier sur les règles de priorité. Ils doivent respecter en priorité le code de la route. Parce que si nous respectons ce code de la route, nous aurons très peu d'accidents sur la route. Éviter les dépassements périlleux. Vous savez, lorsque vous n'avez pas une bonne visibilité, vous ne pouvez pas dépasser. Mais il y en a qui ne tiennent pas souvent compte de ces aspects-là. Et lorsqu'ils dépassent, devant eux, il y a un obstacle. Ils ont les vies des personnes qui est entre leurs mains. Ils doivent donc être responsables. Dans les agences de voyage qui desservent les différentes villes du pays, la sensibilisation s'intensifie. C'est le cas dans la ville de Douala. Les usagers également, nous essayons de travailler avec eux, mais ce n'est pas très visible. Parce que vous allez voir des mesures telles que le port de la ceinture de sécurité, qui est une mesure salvatrice pour eux. Ils sont hostiles à cela. Mais il est aussi question pour le gouvernement d'accompagner dans ce sens-là, parce que les mentalités ne sont pas favorables à ce genre de mesures dans notre pays, malheureusement. Les responsables d'agences s'offusquent cependant de la dégradation continue du réseau routier national. Ne pas aller très vite pour ne pas mettre la vie en danger, parce que la nationale numéro 5, vraiment, elle est off. L'axe Douala-Yaoundé, plus que par les années passées, est devenu un véritable obstacle pour les transporteurs que nous sommes. Donc de plus en plus, nous sommes confrontés à l'état de la route qui nous expose davantage. S'assurer de l'état du véhicule avant de prendre la route évitera néanmoins les surprises, selon le délégué départemental des transports, tout en permettant de stopper l'hémorragie. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Pourtant, dans les marchés, l'ambiance n'est pas du tout au rendez-vous. Les prix des denrées alimentaires sont constants. La plupart des commerçants sont inquiets vis-à-vis de l'inflation et de la rareté de certains produits. La fleur signée Jirez Yopa a rencontré quelques commerçants. Voici leur reportage. À 3 semaines des fêtes de Noël, l'ambiance dans le marché New Deido, situé dans l'arrondissement de Douala 1er, est encore morose. La fête là, pour moi, je ne pensais pas encore à ça. Parce que le marché est un peu dur. Un commerce rude pour la plupart des commerçants, comme ici chez les vendeurs de poulets. Pour un espace de plus de 100 comptoirs réservé pour la vente des poulets, on compte une dizaine en activité. C'est le seul, vous voyez comment tout le monde bagarre, ne serait-ce pas avoir un poulet, il n'y a pas moyen. Nous ne préparons pas cette année pour les fêtes. Il s'est fait à, nous sommes le 1er décembre, nous n'avons rien sur le marché. Je ne pense pas que c'est en 45 jours que nous allons venir manger des poulets qu'on vendait hier à 2500. Aujourd'hui, nous les vendons sur le marché à 3000, 3500. Rareté du poulet, mais aussi des vivres frais, comme les autres commerçants. Edith n'est pas emballée par l'approche des fêtes. On ne sait pas comment ça va se passer pendant les fêtes parce que maintenant c'est déjà très élevé. Nous prenons les cajots, de bonnes tomates à 8 000, 9 000. Les poivrons aussi sont chers. Poireaux, céleri, on trouve les bottes de poireaux à 10 000, 9 000 selon la qualité. À l'allure où les choses vont là, ce serait très difficile cette année. Pour les aliments disponibles tels que le riz, les huiles végétales et la viande de bœuf, les prix ne sont pas toujours à la portée de la clientèle. Par conséquent, ils doivent adapter leurs marchandises en fonction des moyens des ménages. 1 kg 2500, avec au 100 3 000 francs le kilo. Pour lutter contre la vie chère, nous avons prévu l'état de 1000 francs et de 500 pour le citoyen moyen. L'inflation des produits alimentaires dans les marchés dure depuis plusieurs mois. En octobre dernier, l'Institut national des statistiques a situé le taux d'inflation à 7,7%, une évolution largement au-dessus du seuil de la zone CEMAC. Ce 1er décembre est dédié à la célébration de la 36e journée mondiale de lutte contre le sida. Au Cameroun, alors que le taux de prévalence est de 2,7% et que
La nouvelle infection et décès ont chuté de 70%. Les défis demeurent, notamment dans le processus de prise en charge et de détection des nouveaux cas. Précision dans ce reportage de Lizé Bogba et Ben Christy Moudio. Si le Cameroun a réussi à faire chuter de 70% les nouvelles infections et les décès liés au sida, de nombreux défis demeurent. Au sein de la couche des personnes vivant avec cette maladie, la liste des récriminations est longue comme le bras. C'est un visage caché par crainte de stigmatisation qu'elle témoigne. Les problèmes de charge virale qui ne sont pas facilement accessibles, ça prend assez de temps pour pouvoir être à leur disposition. Parfois, ils se retrouvent tellement loin des formations sanitaires. Du coup, c'est difficile pour eux de se rendre dans la formation sanitaire pour pouvoir se procurer de leur médecine. On a la malnutrition, nous ne mangeons pas assez. On doit prendre les médicaments chaque jour. Ces dernières décennies, les chiffres relatifs au VIH chez les jeunes sont préoccupants. En 2022, le taux de prévalence était de 27% chez les moins de 15 ans. Pour les personnes vivant avec le VIH, cette situation résulte de certaines défaillances. Le VIH pédiatrique est encore en retrait. On prend le cas des enfants qui vont naître. On va faire le premier examen de charge virale pour savoir si l'enfant est d'abord infecté, qui va mettre beaucoup de temps au laboratoire et parfois quand le résultat est disponible, l'enfant n'est plus. On a le problème d'intrant, la rupture des arrivées. Beaucoup de jeunes adolescents sont encore incapables d'accepter leur statut. Malgré ces gaps, le Cameroun a progressé dans sa lutte contre le sida. Le pays a vraiment bien réalisé des résultats liés à la connaissance du statut. On est à 93%. On est à presque 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH qui sont sur le traitement. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été documentées, qui nous permettent d'être plus efficients et plus efficaces. Ce 1er décembre, le Cameroun a célébré la 36e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida sous le thème « Confier le leadership aux communautés ». Le pays ambitionne de mettre fin à cette pandémie d'ici 2030. Et malgré les multiples campagnes d'éducation et de sensibilisation, le VIH-Sida continue de faire des victimes en milieu jeune au Cameroun. Sur les 70 000 malades recensés, environ 47 000 jeunes de 19 à 24 ans sont infectés par le VIH. Les spécialistes de la santé tirent la sonnette d'alarme sur le phénomène de dépravation des mœurs et comportements déviants. François Dikoumé, Nadine Yambou. Si les taux de contamination au VIH-Sida ne sont plus alarmants au Cameroun, la maladie ne cesse de se propager en milieu jeune de façon inquiétante. En 2022, 47 000 jeunes âgés entre 19 et 24 ans ont été déclarés positifs et 16 000 adolescents de 15 à 19 ans. Plus grave, de nombreux malades ignorent leur statut. J'ai eu des patientes venant d'une certaine plateforme, surprise à 18 ans qu'elle a le VIH. Et elle me disait, mais docteur, comment j'ai pu avoir le VIH? J'ai pas connu beaucoup d'hommes, je n'ai connu que 2 ou 3. J'ai dit, mais il suffit juste d'une seule personne pour avoir déjà le VIH. Sur cette prévalence élevée, des spécialistes de la santé notent avec regret que les relations sexuelles intergénérationnelles, aggravées avec le phénomène de sugar daddies, alimentent un cercle vicieux de contamination. Les enfants de 15 à 24 ans actuellement au Cameroun se font contaminer par ces personnes. Je ne sais pas si c'est lié au phénomène des réseaux sociaux. J'ai eu à travailler pendant plus de 10 ans avec ce qu'on appelle actuellement les couples libertins dans les groupes WhatsApp, et je me suis rendu compte qu'il y a cette dépravation de mœurs qui fait en sorte que les jeunes commencent déjà rapidement la vie sexuelle. À ce sujet, les médecins appellent à l'amélioration de l'accès à une éducation sexuelle, notamment dans les écoles. Même dans les loisirs, on devrait mettre l'accent en disant faites attention, vous pouvez attraper le VIH, vous pouvez être violé ou être drogué. Au moment où l'on enregistre une recrudescence des violences conjugales, la responsabilité parentale est fortement interpellée, en plus de celle des jeunes. Je reviens sur les féminicides, on prend à la légère. Mais imaginez ce genre de femmes, est-ce qu'elles pourront conseiller les enfants alors qu'elles-mêmes, elle est d'abord dans un climat de violence? Il faudra parler à nos jeunes en leur disant qu'il faudrait qu'ils aient ce qu'on appelle une sexualité responsable. Je n'aurai que mes premiers rapports sexuels lorsque je serai capable de m'occuper de moi et de mes enfants. Au plan national, la prévalence du VIH-Sida est de 2,7%, soit 70 000 malades au Cameroun. En sport, première journée difficile pour les Lions indomptables du Cameroun, battus 11 buts contre 25 par le Monténégro. En match comptant pour le tour préliminaire du championnat du monde de handball, Suède, Norvège et Danemark 2023.
Et puis en football, les anciens Lions indomptables de la génération 2000 sont venus à bout des Super Eagles de la même génération sur un score de 3 buts contre 1. Raoul Tabofoué, Dallas Tchana, Fabrice Lumou. Bien parle tout au long de la rencontre, les filles du coach Bertin Jantou n'ont rien pu faire contre le Monténégro, un adversaire bien au-dessus. Déjà mené 2 contre 11 en première partie, les Camerounais s'inclinent finalement 11-25 dans ce match de la première journée du mondial de handball. Avec cette défaite, le Cameroun est 3e du groupe B avec 0 points, un groupe mené par la Hongrie, tombeur du Paraguay 35-12. La deuxième journée, c'est samedi, le Cameroun sera face à la Hongrie dès 20h30. En football, les anciens Lions indomptables sont venus à bout des légendes du Nigeria sur le score de 3 buts à 1 en match amical joué au stade omnisport de Limbe. C'est pourtant les Super Eagles qui ont ouvert le score grâce à une passe de DJ Okocha à Julius Agawa. It's historic. It shows the relationship, the friendship between Cameroon and Nigeria, two of the greatest countries in African football, two of the countries that have won the Olympics. So we know the rivalry. Apart from the rivalry, Cameroon and Nigeria have a great history of friendship, and it symbolizes that. The only difference is when the two countries are playing on the pitch, then it becomes something spicy, hot. La réplique camerounaise ne tardera pas. Samuel Eto'o, bien servi par Bernard Choutan, ouvre son plat du pied et trompe l'emblématique ancien portier nigérian Peter Rufai. Par la suite, Bernard Choutan puis Djib Tambay vont sceller le score à 3 buts à 1 pour les Lions indomptables du Cameroun, génération 2000. Nous on a pris le plaisir depuis 2 jours de partager des bons souvenirs avec eux. Victor Ipeba disait encore que j'ai donné la victoire au Cameroun parce qu'il avait raté le penalty, il a mis la main sur la tête et l'arbitre n'a pas validé le penalty. Donc il y a eu tellement de blagues pendant 2 jours et nous sommes très contents d'avoir joué contre eux. Cette rencontre amicale a permis aux nombreux fans présents de se souvenir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 entre le Cameroun et le Nigeria. Et à la Coupe d'Afrique des Nations 2008 disputée au Ghana, plusieurs rencontres ont enregistré des scores fleuves. Le Maroc a par exemple étrillé la Namibie 4 buts à 1. Le Cameroun aussi qui a infligé un score de 5 buts à 1 à la Zambie. Retour dans le chemin de Cannes en 2008, les artificiers qui ont fait parler la poudre de manière particulière. Emmanuel Job avec Cyril. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. La Namibie n'oubliera pas d'aussitôt la rencontre disputée face au Maroc à la première journée des matchs du groupe A de la CAN 2008 au Ghana. Le 21 janvier 2008 à Accra, la Namibie reçoit une gifle du Maroc 5 buts à 1. Dès le coup d'envoi, Soufiane Aloudi inscrit rapidement 2 buts dans les 5 premières minutes. Brian Brendel réduit le score à la 23e minute, 2 buts à 1. 28e minute, Soufiane Aloudi revient à la charge, 3 buts à 1 pour le Maroc. Juste avant la pause, Tariq Sektioui transforme un penalty. Le Maroc mène 4 buts à 1. Sektioui stepping up himself and making no mistake from the spot. La Namibie prend 4 buts en une mi-temps. En seconde période, 73e minute, Monsef Zeka enfonce le clou. Le Maroc s'impose finalement 5 buts à 1. Ce score fleuve dès l'entame de la compétition en appelle d'autres. Première journée également dans le groupe B. La Côte d'Ivoire cartonne face au Bénin 4 buts à 1. Didier Drogba ouvre le score à la 39e minute. After a tight opening 40 minutes, it was the Ivory Coast that went ahead through their talismanic striker Didier Drogba. Yaya Touré inscrit le deuxième but ivoirien à la 44e minute. 53e minute, Kader Keita pour le troisième but de la Côte d'Ivoire. Le quatrième but porte la marque de Haruna Dendane à la 63e minute. Superb pass from Didier Drogba, picking out Dindane. Face à la machine ivoirienne, Razak Omotoyosi sauve l'honneur pour le Bénin à la 90e minute. Score final 4 buts à 1. Dans le groupe C, désillusionné par l'Égypte 4 buts à 2 à la première journée, le Cameroun se ressaisit à la deuxième journée et administre une raclée à la Zambie 5 buts à 1.
Des buts de Jérémy Nditap, 28e minute. Joseph Désiré Diop, 32e minute. Capitalized on mistakes from the Zambian defense to make it 2-0. Joseph Désiré Diop. Achille Emana, 44e minute. Before goal number 3, just before half-time. Toulouse midfielder Achille Emana. Réduction du score par Christopher Katongo pour la Zambie, 59e minute. Penalty transformé par Samuel Etofis pour le 4e but camerounais à la 65e minute. Doublé de Joseph Désiré Diop à la 82e minute. Les scores fleuves à la CAN 2008 ne sont pas enregistrés uniquement au premier tour. Au quart de finale, la Côte d'Ivoire inflige un cinglant 5-0 à la Guinée. Frappe puissante au ras du sol de Kader Keita dans un angle pourtant fermé pour l'ouverture du score à la 25e minute. 70e minute, ouverture du plat du pied droit de Didier Drogba, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Salomon Kalou se joue pas mal du gardien de but guinéen. La Côte d'Ivoire mène 3-0. Salomon Kalou encore, 81e minute, c'est le 4e but ivoirien. 5e but avec Baki Koné à la 86e minute. Demi-finale le 7 février 2008 à Koumassi, au tour de la Côte d'Ivoire de recevoir une correction administrée par l'Égypte, 4 buts à 1. Ahmed Fati pour l'ouverture du score à la 12e minute. Hamzaki pour le 2-0 à la 62e minute. Dans la minute qui suit, réduction du score par Kader Keita. 67e minute, doublé de Hamzaki. 4e but égyptien par Mohamed Aboutrika à la 90e minute. Le bal des scores fleuves à la CAN 2008 se referme au match pour la 3e place. Victoire du Ghana face à la Côte d'Ivoire, 4 buts à 2. En 32 rencontres à la CAN 2008, 99 buts sont inscrits. 70 buts au premier tour, 29 buts à partir des quarts de finale, soit une moyenne de 3 buts par match. C'est un record dans l'histoire de la CAN. The Locomotive Moscow man firing from the edge of the area, an awful bounce getting the better of Kony that time. Ce programme vous a été présenté par Hazel. Live the moment. Un public reportage dans ce journal, il s'agit du lancement de la super application MaxHit de Orange Cameroun. C'était à l'occasion d'un concert géant. Public reportage. C'est sur un site, la super appli. Mesdames, messieurs, toute l'Afrique est connectée au Cameroun, au continent, pour le lancement de l'application spéciale, la super application MaxHit. Let's go! Alléluia! Alléluia! Levez la main, les enfants de Dieu, levez la main, tout le monde! Je rappelle qu'on a 5 Smart TV à faire gagner aujourd'hui et 2 millionnaires. Ouais, 2 personnes repartiront avec 1 million chacun aujourd'hui. Gagné. Téléchargez. Batobe se ba mokamaloko, batobe se ba tondi maloko, batobe se ba mokamaloko. C'est toujours Orange. Batobe se ba tondi maloko, batobe se ba mokamaloko, batobe se ba pied maloko. La super appli. Gagné. Orange. Enyamide, wallahi ejadide. Naso. Enyamide, wallahi enhegide. Naso. Enyamide. Naso soso. Enyamide. Enyamide.
La Fondation Orange, aux côtés des personnes vivant avec un handicap visuel, la structure a remis à l'association Marche en avant du matériel informatique, un geste qui a pour but de réduire des inégalités et de permettre un meilleur accès au marché de l'emploi. Public reportage. Dans son processus de lutte contre les exclusions sociales, la Fondation Orange offre aux personnes vivant avec un handicap visuel l'accès au numérique. En visite au Cameroun, la directrice exécutive de la communication du groupe et par ailleurs directrice déléguée de la Fondation Orange a procédé à la remise d'un don informatique à l'association Marche en avant. Le but étant de créer un centre multimédia pour malvoyants et aveugles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler sur l'inclusion numérique des gens avec les plus de difficultés. Et on sait que les personnes en situation de handicap sont des personnes qui ont toujours plus de difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle. Et pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir faire ce don de matériel informatique, de logiciels spécialisés pour effectivement leur permettre à ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir avoir les mêmes chances que l'ensemble des autres jeunes du pays. Ce don informatique vient combler un vide dans un environnement marqué notamment par des difficultés d'accès à l'éducation et au marché de l'emploi. Pour nous, c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Et c'est aussi un autre slogan, c'est de rendre les personnes handicapées visuelles inclusives, c'est-à-dire pouvoir utiliser l'outil informatique. Nous avons toujours ceci parce que les enfants souffrent beaucoup, surtout dans les universités, quand ils ne connaissent pas l'informatique. Donc aujourd'hui, notre joie est très immense. Et nous pouvons dire merci à la Fondation Orange. Cet appui à l'épanouissement des personnes vivant avec un handicap visuel et à la lutte contre les inégalités de chance par la Fondation Orange est apprécié à sa juste valeur par le gouvernement camerounais. Le don en matériel informatique adapté de la Fondation Orange Cameroun à l'association Marche en avant s'inscrit dès lors en parfaite ligne de l'action publique visant à l'inclusion sociale de ces cibles. Je voudrais également réitérer ici ma sincère appréciation pour toutes les réalisations au profit des personnes vulnérables. La Fondation Orange démontre à nouveau à travers cet appui son souci de participer à l'insertion socio-économique des couches vulnérables. Depuis 2009, la structure a déjà mis au service de la solidarité et du développement au Cameroun plus de 2,5 milliards de francs CFA. Et nous vous rappelons l'information principale de ce soir, la levée de la détention provisoire de Maxime Eko et de Jean-Pierre Amogo Belinga dans le cadre de l'assassinat de Martinez Ozogo. Nos reporters Joël Essengue et Guy Zogo sont postés devant la prison principale de Yaoundé pour les derniers développements. Une information à suivre dans nos prochaines éditions. Et voilà qui met fin à ce grand format de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox ce soir, deuxième partie avec Stéjanon Autou et ses invités depuis Yaoundé. Bon mois de décembre à tous. Retour sur le plateau Equinox soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Fadimatou, Natacha Bengono, Jean-Marie Anaba, Renaud et l'honorable Koupita Damou. L'honorable Koupita Damou, vous maintenez qu'en 10 jours, ce n'est pas... On est même à moins de 10 jours là déjà. 8 jours. Bon, il faut comprendre que la Constitution fixe la durée d'une session parlementaire au Cameroun à 30 jours, pas plus. S'il faut aller au 31e jour, il faut convoquer une session extraordinaire. Donc, la session va être clôturée le 9, puisqu'elle s'est ouverte le 10. On est à 8 jours, puisqu'on ne travaille pas le jour de clôture. Le jour de clôture, il y a une seule plénière. On vient suivre le discours de clôture de la session. Est-ce qu'on peut sérieusement examiner le document relatif au projet de loi de finances du Cameroun en 8 jours? Il faut être honnête, il faut dire que la lecture et l'examen sera bâclé. Ça sera bâclé et c'est pour cela que l'opposition a fait une proposition concrète. Nous avons dit que ce n'était pas notre intention de freiner l'évolution, le fonctionnement normal du pays. On sait que sans le budget, on ne peut pas fonctionner. Mais la législation camerounaise a prévu
vu des mécanismes qui peuvent aider le chef de l'État à faire fonctionner le pays lorsque, au terme d'un exercice budgétaire, on n'est pas en capacité de voter le budget de l'autre exercice qui suit. C'est de reconduire le budget de l'exercice N-1 par 12e. Et nous avons dit, c'est ce que nous avons proposé lors des échanges avec les membres du gouvernement, que d'aucuns veulent réduire à ce qu'ils appellent péjorativement négociation. Nous avons dit, si on le faisait, le président pouvait convoquer une session extraordinaire qui s'ouvre le 15 décembre, et par conséquent, nous aurions nos 15 jours pour pouvoir examiner le test. Et puis, à partir du 15 décembre, on peut se forcer à examiner, puisqu'on aura eu le temps de lire. On peut même ne pas arriver à convoquer la reconduction au 12e du budget de 2023. Donc, on peut, à partir du 15, avoir en une semaine bouclé l'examen et l'adoption du budget, et le chef de l'État promulgue la loi avant le 31 décembre. C'était cette proposition. Mais comme le gouvernement, lorsqu'il a une option, quelle que soit la pertinence de ce qu'on propose en face, on pense que c'est se rabaisser que d'accepter cela. On fait tout pour aller dans sa position initiale. Le gouvernement a imposé que cela soit examiné dans les 8 jours. Alors, face à ça, nos camarades du RDPC, et parce qu'il faut le dire, il y a 3 partis politiques de l'opposition qui ont participé à l'activité du blocus, le PCRN, l'UDC, le SIF, mais lorsqu'on a suspendu Jean-Michel Nicheux, oui, effectivement, j'oublie parce qu'il n'est plus du SIF, il est c'est quoi, c'est FCC? On ne peut pas dire FCC puisqu'il n'était pas élu sous la bannière de ce parti. Oui. Donc il a une couleur à l'Assemblée qui n'est pas une couleur du SIF ni de l'autre parti. Bon, donc c'est un député, on peut dire indépendant, entre guillemets, donc l'honorable Jean-Michel Nicheux. Mais lorsqu'on a suspendu la séance pour aller débattre, pour trouver les issues de sortie possibles avec les membres du gouvernement, il y avait les représentants de tous les 7 partis politiques en présence à l'Assemblée nationale. Pourquoi certains disent que c'était le moment où il y a eu une négociation? Ben, vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Malheureusement, non, parce qu'il y a une salle politique au Cameroun qui consiste à vouloir noyer les pertinences en termes d'arguments, pas de fake news, pas des choses concrètes pour noircir l'image de ceux qui foncent dans le droit chemin. Et c'est cette salle politique-là qui peut-être émeut certaines. Donc, au cours de cette séance, il y avait, le RDPC était représenté par l'honorable Méligui en tant que président du groupe. Et ensuite, au niveau du comité central, par le ministre Grégoire Ouna, en sa qualité de secrétaire général adjoint. L'UNDP était représenté par Honorable Ndouvaïssa, qui est le chef de file de ce parti à l'Assemblée. L'UMS était représenté par l'honorable Kwemo. Le SIF par l'honorable président Joshua aussi Ndjemini et l'honorable John Evaritus. Et une autre, Wenanchi, qui est une autre députée du SIF. L'UDC était représenté par moi et l'honorable Ndam. Il n'y avait que le FFNC qui n'était pas représenté parce que le chef de file de ce parti n'est pas présent au Cameroun actuellement. Donc c'est tous les partis qui étaient là. Et on a donc dit, quelle est l'option? Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi il a pas envoyé un autre député du FFNC à la barre. Donc, il était donc question de trouver l'issue de sortie. C'est ça que nous, de l'opposition, nous avons proposé. Ouais. Maintenant, le RDPC a dit non, on peut le faire en 8 jours. On peut le faire en 8 jours et examiner en profondeur. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire, mes frères? Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui se sent capable de faire quelque chose, vous lui dites non, tu n'es pas capable de le faire. Et surtout, ils sont majoritaires. Ils ont épousé la position du gouvernement. Le gouvernement voulait que ça soit examiné. Le RDPC a dit qu'ils peuvent examiner en 8 jours. Il était donc de bon ton que nous leur disions, alors que tant qu'à faire, allez-y le faire. C'est pour cela que vous avez vu, l'opposition est sortie lorsque le Premier ministre a pris la parole pour pouvoir faire. Donc ça veut dire que ce que nous voulons faire, ça ne voudrait pas dire,
Non, ça a servi à beaucoup de choses. Ça a servi à beaucoup de choses parce que, entre autres résolutions que nous avons pu obtenir du gouvernement, c'est l'engagement de ne plus accuser désormais ce genre de retard. Okay. D'abord, que le gouvernement reconnaisse qu'il a eu tort devant les députés, c'est déjà quand même une victoire. Que le gouvernement reconnaisse son tort et prenne l'engagement de ne plus jamais répéter. C'est déjà ça. Et c'est ça que nous visions. Ce n'était pas qu'on voudrait que le pays arrête de fonctionner. C'est quand même attirer l'attention des gens que vous faites mal, changer de direction pour qu'on fasse bien pour l'honneur de ce pays. Et je ne sais pas, je me suis posé la question ce soir, qui est l'opposition au Cameroun? Parce que l'opposition, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au pays ou par rapport à une manière de faire? Si c'est par rapport au pays, ce que nous n'avons pas de l'opposition, parce que ceux qui s'opposent à l'application de la loi sont des opposants au pays. Ils s'opposent à l'intérêt du pays. Il faut donc qu'on tire toutes les conséquences de ça. Parce qu'on a dit non, c'est la majorité, si vous voulez aller faire, on va voter. Mais vous votez contre l'intérêt du pays. Parce que l'intérêt du pays, c'est encadré par les lois. Si vous ne respectez pas les lois, ça voudrait dire que vous avez d'autres visées, d'autres intérêts que vous préservez au détriment de l'intérêt général du pays. Donc ça veut dire que ces gens-là, cette majorité qui se vante là, est une majorité que les Camerounais doivent considérer comme une majorité opposée à l'intérêt du pays et donc agir conséquemment. Donc nous avons donc dit, ils sont des opposants au pays. Et ça c'est ce qu'il faut comprendre. L'honorable Michaud l'a d'ailleurs rappelé. Nous voulons qu'on respecte la loi. Nous ne voulions pas quoi que ce soit. Si on veut qu'on respecte la loi, ça voudrait dire qu'on est là dans la défense du pays. Mais ceux qui sont donc pour le non-respect de la loi, il faut qu'ils justifient comment on peut être pour l'intérêt du pays et être pour la violation perpétuelle des lois du pays. Et donc nous disons que bon, pendant les 8 jours, ils vont le faire. Ils disent qu'ils vont le faire. Mais nous disons qu'objectivement, ils vont le faire de manière superficielle. L'autre victoire que nous avons eue, on ne le dit pas. Il y avait une tentative, une velléité de violer même le règlement intérieur en ce qui concerne le circuit d'examen de test à l'Assemblée. Parce que quand le test arrive, la conférence de présidents reçoit et puis soumet à une commission qui doit l'examiner à fond, venir avec le rapport avant qu'on ne passe à la discussion générale pour l'adoption finale. Mais ça, on voudrait maintenant faire que, compte tenu du temps, que le projet de loi de finances soit directement discuté en plénière. Nous avons pu obtenir que ça passe à la commission. Parce qu'on a dit que ça doit aller à la commission et les ministres qui ont l'habitude de passer doivent passer. Tant qu'à faire, la présidente de la commission a dit qu'elle peut passer des nuits d'insomnie pour le faire. Nous disons, faites-le parce que vous vous êtes senti capable, mais nous savons que vous allez bâcler, vous allez faire semblant, vous n'allez pas vraiment travailler comme on aurait dû travailler si on avait eu le temps nécessaire. Justement, Renaud, 8 jours, ça présage que le travail sera... Est-ce que ça peut nous amener à un travail sérieux, bien fait? Il a sorti le mot, s'achemine, fait un travail bâclé. Bon, ils vont... L'essentiel est qu'on vote la loi de finances. Ils vont travailler. Moi, je voulais d'abord dire quelque chose, c'est que nous sommes à la veille d'une année très importante et tous les analystes s'accordent à le dire. L'année 2024 sera une année très très importante au Cameroun. Déjà, vous voyez que si l'on respecte la loi, en 2024, nous serons à une année seulement des consultations électorales venant de tous bords. Oui, ça c'est 2025. En 2024. Donc 2024 est une date importante. Les analystes s'accordent aussi, certains s'accordent à penser qu'il pourrait y avoir une élection anticipée. Donc 2024 est une année importante. Et vous voyez donc ce qui se passe déjà à l'Assemblée nationale présage déjà des joutes électorales, des joutes politiques, pardon, que nous pouvons avoir dans les années à venir dans notre pays qui sera en pleine mutation dans un temps très court. Je dois dire que l'Assemblée nationale est l'endroit où on vote les lois. Donc c'est même l'endroit par excellence par lequel l'expression des libertés publiques doit commencer à s'exprimer. Quand j'ai fini de dire ça, je voulais dire qu'on ne doit pas non plus considérer que le mouvement des députés de l'opposition c'est un buzz. Parce qu'il me semble que la doyenne d'âge du RDPC
qui est du RDPC, il y a quelques sessions parlementaires plutôt, avait une sortie épistolaire, vous voyez, lorsqu'il y avait eu des crimes rituels, etc., elle avait dit que nous ne sommes pas un pays de scandale, etc. Personne n'a considéré ça comme... Non, pas que nous ne sommes pas, dire que nous sommes. Oui, nous ne devons pas l'être, en fait. Ouais. C'était ça l'objet de sa pensée. Nous ne devons pas être un pays de scandale, etc. Parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Personne à ce moment-là n'a considéré cette sortie épistolaire qui est rentrée dans les annales de la doyenne d'âge venant du RDPC comme étant un buzz. Donc il ne faudrait pas que l'on pense que lorsqu'il s'agit de l'opposition, ça devrait être un buzz, un gag, on en rit, bon voilà. Et puis malheureusement, ce qui me déplaît, en fait, ce qui me choque, c'est que on a encore une opposition qui en sort divisée de ce mouvement, vous voyez, avec M. Pierre Kouemo qui, la sortie de Pierre Kouemo vient encore effriter une opposition qui déjà est assez fébrile face à la toute-puissance à la toute-puissance du RDPC qui est en face. Vous voyez, donc c'est voilà. Et puis maintenant, 8 jours, si les députés RDPC ont la capacité de voter la loi, vu que certains leaders de l'opposition estimaient que voilà, il fallait pas que cette loi-là ne soit pas votée parce que sinon le budget n'aurait été redébattu qu'en mars 2024, ce qui aurait bloqué les affaires de la nation. C'est très responsable de leur part. Vous voyez que nous sommes là plutôt avec des hommes politiques responsables qui tiennent en considération la vie de la nation. Il faut le dire, ça c'est à saluer. Parce qu'il ne faudrait pas que à chaque fois que l'on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais je dois dire, et pour sortir que, et ce serait dommage de ne pas le relever, il y a quand même un contexte à l'Assemblée nationale qui n'est pas très agréable depuis un certain temps. Vous voyez ? Le contexte même de l'Assemblée nationale peut créer des frustrations et amener les députés à réagir de la sorte. Vous voyez, entre la vraie ou fausse, le vrai ou faux débarquement du directeur de cabinet, entre les récriminations des députés sur la mauvaise gestion même de l'Assemblée nationale, principalement en ce qui concerne les affaires financières, entre au moment où on vient d'élire un nouveau secrétaire général, de nommer un nouveau secrétaire général à l'Assemblée nationale, il y aurait eu des rumeurs avant sa nomination de ce que voilà, des gens veulent s'accaparer des institutions. Vous voyez que le contexte lui-même présageait déjà qu'il y aurait des échauffourées à l'Assemblée nationale. Donc ne pensez pas, il ne faudrait pas que l'on pense de but en blanc que voilà, c'est une pièce de théâtre qui allait se jouer à l'Assemblée nationale. Non, il y a bien un contexte qui a entraîné cette sortie des députés de l'opposition qui, représentants du peuple, ont dit, ben voilà, il faudrait que notre voix se fasse entendre, que l'on monte au créneau pour dire aux députés du RDPC, oui, vous avez une majorité obèse, mais nous restons des députés de l'opposition et nous voulons faire entendre la voix du peuple en vous disant non, ne refaites plus ce que vous avez fait là, il faut respecter la loi. C'était pas le buzz, hein. Ils disent qu'ils ont quand même obtenu de l'exécutif que bon voilà, ils vont s'arranger à ce que ça n'arrive plus trop avec ce retard là. Ça a quand même servi à quelque chose. Je voudrais qu'on s'entende sur un principe. Oui. À l'entente de ma prise de parole, j'ai dit tous les pouvoirs sont appelés à jouer leur rôle. Ils ne sont pas en concurrence. Et c'est normal qu'ils se mettent dans la posture qui est la leur pour la deuxième fois, ce qui évacue la question du contexte que vous évoquez. L'année passée, il n'y avait pas le même contexte. On est d'accord là-dessus. Alors, que les parlementaires utilisent cette voie de recours qui est d'ailleurs pas autorisée par leur règlement intérieur pour exprimer leur courroux, c'est que normal. Maintenant, ce que nous voulons d'abord corriger, M. Grégoire Oona n'est pas là-bas, n'était pas à la réunion comme secrétaire général adjoint du comité central. Il est ministre de la République, c'est le gouvernement. C'est un pan de l'exécutif. Il était accompagné de son collègue Bouné, parce que ça a un sens. Quand on a fait politique, tout a un sens.
Lorsqu'on vous dit qu'il n'y a que Melingi et Grégoire Wona qui étaient là, Grégoire Wona n'est pas député. Il est ministre, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif. Et ceux qui étaient du RDPC, il y a Roger Melingi, il y a Bindoua Matura et il y a Djomgwe. Voilà les députés du RDPC qui ont assisté à cette concertation-là. Là, il faudrait restituer la vérité. Parce que le diable se trouve dans le détail, dit-on. Maintenant, quand nous revenons maintenant à la loi en tant que telle, sincèrement, chacun est libre d'estimer qu'ils ont, s'ils ont été élus pour cela, c'est tant mieux, ils ont gagné quelque chose. On a vu, par exemple, j'ai vu là au journal, vous l'avez évoqué, c'est la vitalité de la démocratie. Au moins, si ça va quelque chose. Oh. Bon, maintenant, quand je reviens dans le principe des tests, sincèrement, parce que quand on se parle, on doit se regarder dans les yeux. Est-ce que, de mémoire, vous avez déjà reçu un seul amendement, vous qui êtes journaliste, vous qui couvrez les éléments, structuré des députés? On peut avoir des propositions de loi. Non, je dis des amendements, par rapport au projet de finances. On n'est pas comme. Soyons sérieux, le riz sarcastique là, on le sait. Je parle des amendements. Maintenant, disent-ils, ils ont gagné quelque chose. Entre autres, la possibilité pour eux d'apporter des amendements hors délai. C'est pour cette raison que j'ai dit, les populations savent que lorsqu'ils donnent leur quitus au chef de l'exécutif, qui est l'unique personnalité de notre pays, élue au suffrage universel par le peuple, parce que la circonscription est nationale et unique, accompagné dans l'exercice pour la bonne marche de la République par les députés qui sont élus par circonscription locale et portent les désirata aussi du même peuple qui de manière collégiale a donné son accord, son quitus au président de la République. Ils sont là pour faire fonctionner les institutions. Je ne pense pas qu'il y a une question de rivalité entre les deux pouvoirs. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque les techniciens en la matière proposent, ficellent la loi, j'ai lu, il y a un président qui disait qu'ils ont reçu 120 pages et qu'ils attendaient 1500 pages en annexe. Comme annexe, sincèrement, lorsque vous voyez l'Assemblée nationale et le temps requis pour l'examination minutieuse de ce document, très sincèrement, pensez-vous qu'ils peuvent de manière efficiente, et ou bien ont-ils tous, parce que moi je dis, je parle dans la globalité, ont-ils tous la matière nécessaire pour comprendre même? Moi je pose des questions, hein, parce que autant il est vrai que parmi les députés, c'est pourquoi il y a des cabinets s'il vous plaît, non? Absolument, autant il est vrai qu'il y a des députés qui ont de la matière à apporter dans ce domaine. La commission des finances en regorge. Peut-être certains qui savent beaucoup discourir, ils savent quelque chose, mais certains qui ont fait des bribes de l'économie, ils en savent quelque chose. Mais dit que tous les députés, au point où c'est eux-mêmes, parce que je ne vais pas être mal poli, on se connaît, donc ils disent qu'ils ne sont pas contents parce que les choses n'ont pas été, ils devaient lire et corriger. Soyons sérieux. Nous pensons que, au-delà de tout, parce que nous voyons comment ça se passe ailleurs, peut-être ça fait sérieux, ça donne l'impression qu'on sert à quelque chose. C'est une bonne chose pour la démocratie, mais au fond, ce qui est le plus important pour nous, c'est la loi en elle-même. Qu'est-ce qu'ont les rubriques qui ont été retenues? En quoi est-ce que cela peut apporter une plus-value dans le quotidien des Camerounais, dans l'économie camerounaise? Voilà là où se situe notre problème. Et nous aimerions que les députés, sérieusement, que les choses soient données dans les délais afin qu'ils examinent comme ils le souhaitent. Mais faire comme si ceux-là qui se sont penchés pour structurer cette loi-là,
ils ne comprennent rien à rien, seuls les députés comprennent tout à tout. Moi j'ai un problème. Ils sont ensemble pour amener la République. Donc c'est parce qu'ils ne comprennent rien qu'on ne respecte pas. J'ai dit estimer que ceux-là vont bâcler. Parce qu'ils sont les mieux outillés. Ceux-là qui ont fait blocus. Pour comprendre ce dont le document parle. Ou bien ceux qui ont même conçu le document. Mais rien, ils sont contre le peuple. J'ai entendu ça. Ils sont contre le peuple. C'est l'opposition qui ne veut pas le bien du peuple. C'est grossier ça. C'est très grossier. J'aimerais qu'on comprenne qu'ils sont dans leur droit de réclamer que les choses soient que la loi soit respectée, que les choses soient faites dans les règles de l'art. Mais insulter l'intelligence de tout un groupe, tous les exécutifs, ça ne fait pas sérieux. Et ça m'amène alors à interroger le sérieux. Vous allez, bon, le beurre, ça fait gros mots, mais sincèrement, l'année passée, ils l'ont fait. Vous l'aviez évoqué, monsieur Serge-Alain Autou. Cette année, ils ont fait la même chose. L'année prochaine, mais le défi que moi, je voudrais avoir, peut-être sur ce même plateau, avec les mêmes députés, c'est qu'ils viennent vers vous, vous êtes des journalistes. Heureusement, il y a la liberté d'expression. Heureusement, ce n'est pas la dictature où on enferme tout le monde. Autrement, monsieur le député, malgré son immunité parlementaire, ne serait peut-être pas ici. Et ce jour-là, peut-être, puisque dans la dictature, il paraît qu'on ne respecte rien, mais à partir du moment où ils ont obtenu de ces gouvernements-là, de cet exécutif-là, d'apporter des amendements. Alors qu'on n'a pas de temps. D'apporter des amendements par rapport à ce test-là. Nous pensons justement que ces députés, s'ils sont mieux outillés, il ne suffit pas de porter l'écharpe pour s'arroger la toge du plus intelligent qu'ils apportent sur votre plateau de télévision pour dire justement que monsieur Serge-Alain Autou, par rapport au projet de loi que nous récusions il y a de cela quelques jours, nous avions constaté que telle disposition ne respectait pas telle disposition, allait à l'encontre du bien-être des Camerounais. Nous avions apporté tel amendement sur la base de ci, de ça, et que ça n'a pas été pris en compte. En ce moment-là, nous estimerons qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Quand on reproche aux députés du RDPC de ne pas s'aligner, ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas à quoi c'est la majorité. Pourquoi est-ce que l'exécutif se bat pour avoir la majorité? Peut-être quand ils auront la majorité, ils iront rendre dispersés, comme je le constate avec l'opposition, fort malheureusement. Tout le monde l'a fait. D'abord, je suis parfois gêné de faire un débat où j'écoute des gens insister, députés de l'opposition. Vraiment. Un député, bien qu'il soit investi par un parti politique, est un député de la nation. Il est le représentant du peuple. Parce que lorsque mon ami Koupita Damou va du côté de Bangourin, je ne suis pas sûr que les réalisations qu'il fait là-bas, il choisit uniquement les militants de l'UDC comme bénéficiaires. C'est pour cela qu'il est le représentant de la nation. Ça, c'est une première précision. Donc, le débat des députés de l'opposition, ça laisse quoi à celui qui nous regarde à la maison que non, l'Assemblée nationale, d'ailleurs, si on veut faire un débat opposition ou RDPC autre, ça concerne ceux qui sont des partisans. Vous verrez que la loi a fait des efforts qu'il y ait le respect de la configuration de la Chambre au sein du bureau. C'est pour ça que M. Cabral Libi, qui fait le blocus, est lui-même membre du bureau et il bénéficie de tous les avantages dont devrait bénéficier un député de l'opposition, pour ne pas dire député de la nation. Parce que quand il faut bénéficier de ces avantages-là, on ne revendique pas que je suis député de l'opposition. L'opposition n'est pas majoritaire, je ne mérite pas une grosse voiture. Tout le monde l'accepte. Ça, c'est des précisions. Maintenant, je voudrais que nous saluions les efforts qui ont été faits par ceux qui ont initié la négociation d'hier avec honorable Koupita Damou et les autres députés, voyez-vous. Parce que je vous ai dit pendant l'entame de ce débat qu'il y a ce qu'on appelle la police des chambres à l'Assemblée nationale. Et il n'y a aucun mode d'expression qui est prévu par le règlement intérieur qu'on appelle blocus. Je voudrais que nous soyons d'accord. Vous pouvez relire le règlement intérieur parce que les députés ont les mécanismes d'expression qui leur sont dus, notamment à travers la loi, le règlement intérieur. Ils peuvent s'exprimer par des questions orales, ils peuvent s'exprimer par des propositions de loi, ils peuvent s'exprimer par des pétitions, ils peuvent s'exprimer à l'intérieur des commissions d'enquête parlementaire. Ils peuvent même s'exprimer dans le cadre des groupes parlementaires, même si aujourd'hui on est d'accord que l'opposition
l'opposition n'en a pas à l'Assemblée nationale. Il n'y a donc pas, selon la loi, un mode d'expression qu'on appelle à l'Assemblée nationale blocus. Le gouvernement et le président de l'Assemblée nationale, qui est le patron de la police de l'Assemblée nationale, est donc très tolérant. Et c'est une vivacité, je donne raison au RDPC qui estime que c'est une vivacité, une vitalité de la démocratie. Voilà le gain des députés de l'opposition par rapport au blocus d'hier. Maintenant, M. Koupita Damou, honorable, est d'accord avec moi que... Vous parlez de gain des députés de... Ils ont gagné des députés dits de l'opposition. Ce qu'ils ont gagné hier, c'est effectivement la vitalité de la démocratie, la vitalité politique. Ça, c'est ce qu'ils ont gagné hier. Mais dans le fond... N'oubliez pas, il a dit qu'ils ont obtenu le fait que ils vont s'arranger à ce que ça n'arrive plus avec l'année prochaine. On fera mieux. J'ai pris le bon. On fera même voilà, parce que l'année dernière, j'ai vu plusieurs députés qui avaient fait les mêmes sorties. Rien n'a changé. Nous ne disons pas qu'il faut encourager le gouvernement à le faire. Hein. Il faut qu'on soit clair. Mais nous disons quand même que à l'Assemblée nationale, il y a la loi de la majorité. Et la seule solution pour aller en guerre contre la loi de la majorité, c'est de ne pas boycotter les élections, aller arracher quelques voix à Bangourin comme M. Koupita Damou l'a fait, et dans tout le Cameroun en général, et devenir député, pour qu'il y ait plus de députés qu'on en a en ce moment du côté de l'opposition, pour qu'il y ait donc un certain équilibre. Et je voudrais dire à Honorable Koupita Damou qu'il est d'accord avec moi, lui qui disait tout à l'heure qu'ils ont sollicité qu'il y ait une session extraordinaire. Honorable Koupita Damou, si on veut vous prendre au mot par rapport à ce que vous dites sur la loi de la majorité, sachez que, et c'est votre règlement intérieur qui le dit, il faut qu'un tiers des députés, c'est-à-dire la même majorité obèse du RDPC, accepte donc de convoquer notamment la session extraordinaire. À défaut de ça, vous devez vous asseoir à la télévision et parler au président de la République, qui est la deuxième possibilité, qui peut convoquer donc une session extraordinaire. Et maintenant, est-ce que la session extraordinaire viendra régler le problème? Je ne pense pas jusqu'ici. Ce que nous nous disons, Serge Alain Outou, est que comme le vin est tiré, il faut le boire. Mais comment le boire en ce moment? Vous avez les grandes orientations ou grandes priorités du gouvernement qui ont été présentées par le Premier ministre chef du gouvernement. D'ailleurs, au moment où nous parlons des députés de l'opposition à la télévision, la commission des finances vient d'abattre un grand travail tout au long de cette journée. M. Koupita Damou et ses camarades de l'opposition devraient donc s'adresser soit, je crois, à Honorable Njong Evaristus ou encore à Pierre Como qui les a lâchés hier, en leur disant, faites le job qu'il faut au sein de la commission des finances et du budget, parce que vous en êtes membre, et cela peut aider le peuple de Bangoura, cela peut aider le peuple d'Union Ekele, cela peut aider le peuple de toutes les contrées, y compris la nation tout entière. Et je sors en disant donc que lorsque le projet de loi de finances sera finalement examiné, comme c'est le cas en ce moment, et adopté, nous prions l'exécutif qui peut se vanter d'avoir déposé ce projet de loi avec un retard, de bien vouloir appliquer ce dont ont besoin les Camerounais, c'est-à-dire les besoins sociaux de base. J'ai appris qu'il y aura un recrutement de plus de 3000 enseignants pour l'éducation de base. Et je suis étonné. J'ai relu ce matin la communication du Premier ministre chef du gouvernement et j'ai découvert, et là il faut bien m'écouter, j'ai découvert que le Premier ministre chef du gouvernement, malgré la déclaration de M. Léopold Moutazi il y a quelques jours qui parlait de 96 milliards de la dette due aux enseignants du secondaire, le Premier ministre n'en a pas fait cas dans sa déclaration. Je l'ai bien relu ce matin et je me demande bien, est-ce qu'en 2024, on ne donnera pas raison à Honorable Koupita Damou et ses camarades d'avoir essayé de faire un blocus parce que cette loi n'était pas une loi réaliste? Est-ce que les enseignants auront bénéficié de ce dont ils ont besoin en termes d'arrêt de leur salaire? Est-ce que la couverture santé universelle qui est mentionnée là dans les grandes orientations budgétaires sera respectée? Est-ce que les populations ne vont plus vivre dans des zones à risque comme nous avons eu le cas du côté de Mbankolo? C'est l'une des orientations. Voilà les vraies questions qui s'adressent au gouvernement de la République en leur disant faites le job parce que vous êtes là pour travailler au service de la nation. Honorable Koupit, tout le mot de la fin. Je voudrais très rapidement apporter certaines précisions et ça participe à rectifier la vérité pour ceux qui nous écoutent. On peut vouloir enthousiasmer, mais lorsqu'il s'agit d'un domaine encadré
par les lois, il faut bien maîtriser les dites lois avant d'en parler. On ne dit pas qu'un projet de texte vienne à l'Assemblée qu'on examine parce que ceux qui l'ont conçu au niveau du gouvernement ne l'ont pas bien fait. On a dit que l'Assemblée n'a pas de sens et on est du parti au pouvoir, on peut tout simplement demander que lorsque le gouvernement a fait, parce que les experts sont seulement à ce niveau, on promulgue et on exécute. Donc si la loi, à partir de la loi fondamentale, a exigé que les textes soient soumis à l'examen du Parlement, c'est simplement parce qu'on est conscient que ceux qui font le projet sont des humains. Ils peuvent donc, quelque chose peut leur échapper, ça ne veut pas dire qu'on sous-estime leur expertise, et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs que même au niveau de la Chambre, il y en a deux. Parce que nous pouvons lire à la Chambre basse, quelque chose nous échappe, comme ce fut le cas en 2016, et vous savez que c'est le Sénat qui a rattrapé ce qui était véritablement conçu comme une catastrophe pour cette nation, dans le cadre de la loi portant code pénal. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Les lois ne viennent pas à l'Assemblée parce que ceux qui l'ont conçu, peut-être on pense qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas des experts. La deuxième chose, c'est que lorsque nous évoquons la possibilité de sortir par une session extraordinaire, ça ne voudrait pas dire que c'est le Parlement qui va convoquer. Pour qu'on convoque le quota de 2 tiers. C'est le président de la République qui est fondé de convoquer aussi bien la session ordinaire que la session extraordinaire. C'est lorsqu'on trouve qu'il y a affrontement entre le président de la République et le Parlement et que les intérêts sont divergents, que le Parlement peut faire appel à cette disposition de convoquer en outrepassant cette compétence du président de la République. Et la dernière chose, c'est que vous vous dites que peut-être on va nous donner raison en 2024 que parce que nous avions dit que la loi n'était pas pertinente. Non, on ne juge pas quelque chose qu'on n'a pas encore lu. Nous n'avons pas fait blocus pour dire que le projet de loi est mauvais, parce qu'on ne l'avait pas encore lu. Nous avons fait blocus pour qu'on respecte le délai et qu'on nous laisse le temps, la marge de temps que la loi nous donne pour que nous lisions aussi profondément et de manière exhaustive pour voir si quelque chose aura échappé. Parce qu'il faut comprendre, s'il y a la séparation des trois pouvoirs, c'est juste pour que les trois, chacun faisant son travail et de manière optimale, que ceux qui sont au finish cadrent de manière optimale l'intérêt général de la nation, que ce qui a échappé à l'un soit rattrapé par l'autre. C'est ça, on est dans une logique de complémentarité. Et il faut donc que ceux qui envoient des communicants sur les plateaux prennent le temps de les former sur des sujets qu'ils viennent de parler, avant de leur dire de venir raconter n'importe quoi. Et je crois que les camarades de la représentante du RDPC sur ce plateau ce soir peuvent tirer le son, de comprendre qu'à l'Assemblée, il n'y a personne, il n'y a pas de gens, on n'est même pas capable de lire et de comprendre. Enfin, il faut dire également, enfin, il faut comprendre, c'est ça que vous écoutez-moi, madame, écoutez-moi, je ne suis pas responsable de votre ignorance. Attendez, je ne suis pas responsable. Vous me donnez la leçon tout à l'heure. Je ne suis pas responsable de votre ignorance. Je vais donner la leçon et je vous ai écouté religieusement. Sauf que vous avez dit exactement ce que j'ai dit. Vous avez une complémentarité. C'est pas une non, je n'ai pas besoin de vous. Ça vous vexe parce que je vous dis la vérité. Des inepties. Si vous étiez mieux outillé en termes de communicants, vous ne passeriez pas de plateau en plateau, monsieur Adamou Koupit. Ah bon, mais si on est vous étiez mieux outillé, vous n'irez pas de plateau. Je ne m'invite pas sur un plateau. Vous avez d'envoyer des communicants. Je ne m'invite pas sur un plateau. Parce que vous êtes un départemental. Monsieur Serge Autou, nous acceptons. C'est-à-dire pour eux, exactement ce que j'ai dit. Pour le RDPC, je lui ai dit clairement cette chanson du comité central, et les exécutifs que vous prenez tout le temps pour faire quoi? Fonctionner les institutions. Ce n'est pas ce que vous développez. Ce n'est pas les arguments que vous avez développés. Vous insultez le Parlement qui ne sont pas capables de lire parce qu'il y a l'expertise au gouvernement. Et donc, madame, parmi vous qui ne savez même ni lire, madame, vous le savez. Qui? Alors là, qui parmi nous? Regardez qui parmi nous qui sait mais en ce moment-là, vous insultez l'intelligence de l'État. Parce que lorsqu'on ne sait ni lire ni écrire, on n'est pas éligible au Cameroun, madame. Et je vous l'apprends parce que vous ne lisez pas.
Vous ne lisez pas parce que vous évoquez quelque chose qui contribue à consacrer l'illégibilité. Vous dites que l'Assemblée ne connaît ni ligne écrite. Ça veut dire qu'elle est dans le rendement. Absolument. La loi exige qu'on soit capable de lire et d'écrire en français ou en anglais pour être candidat, madame. Donc si vous voulez dire qu'il y a ça à l'Assemblée, ça voudrait dire que la votation ne pas. Maintenant, après, vous allez dire, vous allez jurer au nom de Dieu, vous allez sortir quelque chose va vous arriver. Non, madame, vous êtes sérieux? Quand vous dites c'est pas à vous de qualifier. Mais oui, madame, nous sommes 4 députés à l'Assemblée. L'UDC a 4 députés à l'Assemblée. La prochaine fois, prenez chacun un, et vous verrez s'il y a un seul député de l'UDC. La prochaine fois, faites venir monsieur Ndam. Vous êtes d'accord? Vous êtes dans un illettré. Mais vous êtes terrible. Quelqu'un qui est directeur et président d'une coopérative. Quelqu'un qui... Mais je vous assure que... ça fait n'importe quoi. Ça ressemble à de n'importe quoi. Besoin d'aller de plateau en plateau parce que ça ressemble à de n'importe quoi. Mais vous allez du plateau en plateau, c'est parce que vous c'est d'avoir des communicants alors que vous allez de plateau en plateau. Vous allez de plateau en plateau. Sur combien de plateaux je vous ai déjà rencontré? Pourquoi vous allez de plateau en plateau, vous? Mon cher ami, monsieur, expliquez-leur que nous avons une programmation hebdomadaire. Comme nous sommes là, vous et moi, il y en a partout. Vous êtes où encore? Nulle part. Qui vous dit? Vous dites quoi encore nulle part? Non, il faut que ça se comprenne. Et puis la dernière chose que je voulais lui dire, vous pouvez bien vous plaire d'avoir une majorité qui bloque le bon fonctionnement du Cameroun. Vous pouvez bien bomber Ethos d'avoir une majorité qui lutte pour que les lois ne soient pas respectées. Mais nous ne pouvons pas vous laisser dire que l'opposition parlementaire ne fait pas de propositions d'amendement à l'Assemblée. Je dis dans le cadre des projets de loi. Mais dans le cadre des projets de loi, mais tout ce qu'on a à l'Assemblée, c'est des projets de loi, madame. Vous connaissez ce qu'on appelle projet de loi? J'ai dit dans le cadre des projets de loi de finances, apportez vos amendements. Nous sommes mais chaque fois on apporte, madame. Oui. Chaque fois, même l'année passée, on a apporté. Donc même l'année passée, on a apporté. Il suffit pas d'écrire. Qu'est-ce que vous appelez bien structuré? Il suffit pas d'écrire. Allez-y, la police. Comment est-ce qu'on fait pour apporter? Donc vous avez un système que bien tout ce qui vient du président. Vous proposiez soit même si c'est une virgule de trop, ne soit pas changé. Et nous on voit. Mais allez aux élections partout, à lâcher le département, aller sur le plan national pour avoir les députés partout, avoir la majorité. Vous n'allez pas vous affronter que vous avez une majorité que vous avez méritée, mais permettez qu'on fixe ensemble les lois. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais la majorité s'organise pour avoir des lois de la majorité. La majorité s'organise pour tricher. Cessez de poursuivre les babounes partout. Allez partout. Quand vous n'êtes pas dans le Noun, vous êtes à Kiosi, mais c'est sérieux. Si quand vous n'êtes pas dans le Noun, vous êtes à Kiosi, mais arrêtez. Essayez d'être partout. Vous nous envoyez partout. Mais c'est un défi que je vous envoie. Et ça nous plaît de rester dans le Noun. Ou bien à Kiosi, c'est ça? Pas tout le monde qui peut avoir un ou le Noun ou le Kiosi, c'est ça? Oui. Alors là. Merci. Oui. Voilà, merci. Ça vous gêne en quoi? Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie d'être passé, voilà. Merci à vous. Tout ça a été un plaisir. Je crois que nous avons essayé d'édifier les Camerounais à la maison et modestement nous leur disons aussi merci d'avoir cet intérêt-là à nous regarder ce soir. Voilà. Merci Fatmatou. Merci M. Serge. Vous savez, c'est toujours un plaisir de nous relayer sur votre plateau comme communicant du Lion. Le RDPC est candidat dans toutes les circonscriptions. On ne laisse aucun espace où la main ne passe et repasse. Okay. C'est pour cette raison que nous aurons toujours cette majorité parce que nous travaillons pour cela. Okay. Et les lois, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Okay. Merci Renaud. Merci aux Camerounais qui nous regardent depuis la ville de Lyon en France. J'envoie comme ça, je renvoie les salutations à un ami, Touko, qui me regarde depuis la ville de Lyon en France. Okay. Honorable, merci beaucoup d'avoir suspendu de vos activités pour honorer ce rendez-vous. Effectivement, chaque fois qu'on est sollicité, on fait violence d'être présent pour contribuer à édifier les Camerounais. Je salue mon président national, l'honorable Mine Patricia Tomaino Damjoua, qui vient juste de rentrer d'un grand séminaire en Belgique au niveau de l'Union européenne, mais qui n'a pas eu de repos parce que demain, on est là pour la fête du café. C'est une contribution concrète que nous faisons
pour la relance de cette filière aussi importante. Je voudrais que ceux qui bombent souvent le temps d'être les majoritaires disent concrètement ce qu'ils ont déjà créé en termes d'activité qui apportant la plus-value au-delà. Et puis, je veux qu'on comprenne que la démocratie est la loi de la majorité, mais il faut d'abord questionner comment on fait pour obtenir la majorité. Il faut d'abord qu'on soit capable d'avoir des règles de jeu acceptées par tous les acteurs, et puis maintenant quand on va en compétition, si on sort majoritaire, les autres vont vous saluer parce que vous êtes fort. Mais si vous êtes fort parce que vous trichez, parce que vous faites la loi, vous taillez la loi sur mesure, vous avez le sous-préfet, partout où il y a un sous-préfet, il y a une sous-section, alors vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que vous êtes fort. Et qu'est-ce que vous faites de cette force? Qu'est-ce que vous faites de cette force si ce n'est de détruire ce patrimoine commun que nous avons, à savoir le Cameroun? Non, où l'UDC gagne, il y a le sous-préfet, mais on gagne à quel prix? C'est pour cela que quand on dit que l'UDC est dans un département, nous disons ça nous plaît. Parce que le Cameroun n'a que 58 départements. On a plus de 300 partis politiques. On a créé 369 chiffre exact. Donc si dans les 300, ça veut dire que si on enlève le RDPC, il y a 367 partis qui se disent de l'opposition. S'il y avait seulement 57 autres, comme l'UDC, qui maîtrise un département, alors le RDPC n'aurait plus d'espace pour exister. Donc, ne contrôle pas un département qui peut, et encore plus le département du Nord. Quand on n'a pas tout le département entier, on a 5 communes, 6 communes, c'est pas tout. Le département, on a 4 députés sur 16. On va s'arrêter là. Ce sont les mathématiques. Vous allez continuer au village. Vous allez continuer à discuter. Voilà, merci Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir, le dernier à Yaoundé. On se retrouve à Douala à partir de 19h lundi. Bonsoir Bangoren, bonsoir le Noun.